Nous abordons un auteur extrêmement important par rapport à cette question de l'auteur, puisqu'il s'agit de Roland Barthes. Je commencerai par rappeler, pour situer un peu cette problématique par rapport à Roland Barthes, le scandale qui avait eu lieu en 1964, soit l'année de publication de son essai sur Racine. Dans cet ouvrage, Roland Barthes avait proposé une interprétation des pièces de théâtre de Racine nourrie par toutes les recherches des sciences humaines et la pensée structuraliste. Et c'était là une interprétation fondée exclusivement sur les textes de Racine. Et il en profitait pour dénoncer ce qu'il appelait un vice de la critique littéraire, c'est-à-dire, de la critique littéraire académique, entendons. Et ce vice donc, de la critique littéraire académique, il le définissait ainsi, je cite, « le privilège centralisateur accordé à l'auteur ». Autant dire que pour Roland Barthes, c'est bien l'auteur, ou du moins sa mythification, qui pose problème. Et par là, Roland Barthes s'opposait à toute une tradition universitaire qui s'efforçait de mieux connaître l'auteur, la personne même de l'auteur, en le situant dans son contexte et en étudiant des faits biographiques. Il s'agirait ainsi, pour cette critique universitaire dénoncée par Roland Barthes, de retrouver une sorte de sens originel de l'œuvre tel qu'il aurait été voulu par l'auteur. Mais retrouver le sens originel de l'œuvre, c'est évidemment à l'opposé de la méthode de Roland Barthes, pour lequel le texte est nécessairement réactualisé par notre lecture. Vous voyez donc l'affrontement entre une critique qui estime indispensable de contextualiser et l'autre qui estime qu'une réactualisation par la lecture est non seulement souhaitable, mais de toute manière inévitable. Alors le grand spécialiste universitaire de Racine de l'époque, Raymond Picard, avait très vivement répondu à Roland Barthes et avait publié en 1965 un pamphlet assez violent, rien que le titre vous donnera une idée de la virulence du ton, puisqu'il avait appelé cet ouvrage « Nouvelle critique ou nouvelle imposture ». Nouvelle critique, puisque Roland Barthes était associé avec d'autres auteurs dans cette catégorie assez vague, assez floue, qu'on appelait alors nouvelle critique. Entendons la critique qui, de manière générale, s'efforçait de renouveler l'approche des textes en se référant à un certain nombre de sciences humaines, que ce soit la psychanalyse, la sociologie par exemple. Bon, mais vous voyez qu'il associe nouvelle critique et nouvelle imposture. C'est vous dire combien le mot est fort. Alors je ne rentre pas dans le détail de cette polémique assez violente, mais je cite tout de même la définition très significative que Raymond Picard donne de la littérature dans sa réponse à Barthes. Alors je cite Raymond Picard, « La littérature, c'est-à-dire l'activité volontaire et lucide d'un homme qui se livre, en fonction de normes et d'exigences qu'il a faites siennes, à un travail d'expression. » Et les mots qui sont ici extrêmement importants, ce sont les mots volontaire et lucide. C'est-à-dire qu'en considérant l'œuvre comme l'accomplissement d'un projet qui serait donc à la fois volontaire et lucide, Raymond Picard cherche évidemment à légitimer ses recherches sur l'auteur et sur ses intentions. Ces intentions qui nous livreraient le sens authentique de l'œuvre. Vous voyez la démarche. Si l'œuvre est le produit d'une démarche volontaire et lucide, alors connaître l'auteur, c'est connaître cette démarche volontaire et lucide et donc atteindre le sens originel de l'œuvre. Et évidemment, c'est sur ce point-là que Roland Barthes s'oppose vivement à Raymond Picard. Raymond Picard, auquel il répond à son tour par un autre pamphlet paru la même année 1965, qu'il intitule « Critique et vérité ». Alors, je lis un simple extrait de Critique et vérité. Donc Roland Barthes écrit «
Une œuvre est éternelle non parce qu'elle impose un sens unique à des hommes différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique, qui parle toujours la même langue symbolique à travers des temps multiples. L'œuvre propose, l'homme dispose. Et vous avez remarqué que ce qu'il y a de plus intéressant dans cette citation, c'est le fait de remplacer la notion de sens de l'œuvre au singulier par les sens au pluriel que l'œuvre offrirait. Donc on voit bien que de la question de l'auteur découle un choix déterminant pour la critique littéraire. Soit il s'agirait de rechercher un vrai sens qui nous serait révélé par la connaissance d'un homme volontaire et lucide, soit au contraire, il s'agirait d'un jeu avec les sens multiples d'une œuvre toujours renouvelée par le contexte de lecture, qui lui, nécessairement, ne cesse d'évoluer. Alors cette question de l'auteur, elle est tellement cruciale que Roland Barthes y consacre un texte extrêmement important, publié tout d'abord en anglais en 1967, un texte qui fera date dans l'histoire de la critique littéraire, auquel il donne le titre à la fois très significatif et très provocateur, il faut bien le dire, La mort de l'auteur. Et je crois vraiment important de revenir sur ce texte, non seulement du fait de son importance objective dans l'histoire de la critique et l'histoire de la pensée, mais aussi parce que cette expression peut donner lieu à des contresens si l'on ne sait pas précisément de quoi nous parle Roland Barthes dans ce texte. Alors ce texte a été repris dans un recueil d'essais qui s'appelle Le bruissement de la langue, que vous pourrez soit trouver en volume séparé, soit retrouver dans le 3e volume des œuvres complètes de Roland Barthes, œuvre complète dont on ne peut que vous conseiller la lecture, tant l'intelligence de Barthes est toujours vive, portée par un style extrêmement brillant. Parfois Barthes, livret, a tendance à faire usage d'un jargon qui peut s'avérer quelque peu obscur, mais enfin, ce qui domine, c'est quand même une intelligence quasi tangible, tant elle s'exprime brillamment dans ses essais. Alors, je vous propose de lire de longs extraits de ce texte qui est cité quasiment en intégralité dans l'anthologie que j'ai publiée sur eCampus. C'est un texte important, mais un texte finalement très bref, mais aussi très dense, que propose ici Roland Barthes, et vraiment, je crois, indispensable que vous maîtrisiez bien ce texte que je vois trop souvent cité dans les dissertations, par exemple, comme une sorte de parole d'autorité. La mort de l'auteur, comme si c'était un fait indépassable, comme on a pu parler de la mort de Dieu, mais ça, j'y reviendrai. Enfin, en tout cas, la mort de l'auteur n'est pas une parole d'autorité, bien au contraire, on va le voir dans ce texte, La mort de l'auteur, il s'agit pour Roland Barthes de refuser un certain nombre de paroles d'autorité. Il y aurait donc quelque abus à en faire à notre tour une nouvelle parole d'autorité. Alors commençons la lecture de ce texte, et ce texte qui commence par un exemple. Et un exemple qui n'est certainement pas pris au hasard, puisqu'il s'agit d'une phrase de la nouvelle de Balzac, Sarrasine. Or, cette nouvelle de Balzac était assez importante pour Barthes, pour qu'il y consacre en 1970 un ouvrage entier, l'ouvrage SZ, un ouvrage assez passionnant puisque cet ouvrage est en fait une sorte de très longue explication linéaire de cette nouvelle de Balzac. En tout cas, c'était une nouvelle qui tenait très à cœur de Roland Barthes. On comprend donc l'ouverture du texte. Dans sa nouvelle Sarrasine, Balzac, parlant d'un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase. C'était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment.
qui parle ainsi? Est-ce le héros de la nouvelle, intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme? Est-ce l'individu Balzac, pourvu par son expérience personnelle d'une philosophie de la femme? Est-ce l'auteur Balzac, professant des idées littéraires sur la féminité? Est-ce la sagesse universelle, la psychologie romantique? Il sera à tout jamais impossible de le savoir, pour la bonne raison que l'écriture est destruction de toute voix, de toute origine. L'écriture, c'est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir et blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit. Alors, à travers cet exemple, Barthes suggère qu'écrire, c'est s'oublier soi-même, s'abandonner dans et pour le langage, au profit d'une voix qui n'appartient plus à l'auteur, ni même au narrateur, ni au personnage. Comme si cette voix naissait de l'œuvre elle-même, telle qu'elle s'écrit, une voix qui serait donc neutre, comme déjà le suggérait Maurice Blanchot. Là, je vous renvoie aux extraits que j'ai fait figurer précédemment des essais de Maurice Blanchot. On voit que Roland Barthes a été un lecteur très attentif de Blanchot et qui lui emprunte certaines idées. Alors, il est vrai que l'exemple de Barthes n'est pas innocent. Cette phrase qu'il cite n'est pas n'importe laquelle, puisque bien d'autres passages de la nouvelle auraient permis de répondre sans aucune ambiguïté à la question « qui parle ?». Certaines phrases sont clairement assumées par le narrateur, d'autres par les personnages. C'est donc un cas limite que cite ici Roland Barthes, mais un cas limite, il est vrai, qui éclaire assez bien son idée. Mais cela permet à Barthes de commencer par distinguer cette voix qui nous parviendrait depuis ce que Blanchot appelait l'espace littéraire. Cet espace littéraire où se diluerait finalement toute identité, toute singularité de la personne auteur. Alors après ce paragraphe introductif, Roland Barthes s'attache à historiciser la notion d'auteur. Et ça me paraît extrêmement important, que ce souci de replacer une notion dans une histoire. Je crois qu'il faut vraiment se garder de cette illusion dangereuse, néfaste, qui voudrait que les idées soient ce qu'elles sont une fois pour toutes. Je veux dire que ce n'est jamais sans un certain agacement que je lis en commencement de copie des phrases du type « De tout temps, l'homme a pensé que »,« De tout temps, l'homme s'est intéressé à ». En réalité, de tout temps, il y a très peu de vérité qui répondrait à une telle formule. Disons que de tout temps, l'homme est né et est mort à la fin, et que pour le reste, tout est extrêmement changeant et variable selon les époques et selon les lieux. Et souvent, c'est ce qui nous conduit à certaines formes d'erreur que d'essentialiser certaines idées, comme si elles étaient là depuis toujours. Roland Barthes montre que non, justement, la notion d'auteur, par exemple, a une histoire, est prise dans une histoire. Et donc, l'auteur ne désignerait pas une vérité immuable, intangible, mais correspondrait au contraire à une évolution de certaines conceptions du monde. Parce que la notion d'auteur, elle est évidemment liée à toutes les autres notions qui construisent notre perception du monde. D'où l'importance de ce paragraphe suivant. Même si le début de ce paragraphe est trompeur, puisqu'il commence par « sans doute en a-t-il toujours été ainsi ». Vous pourriez me dire « ah bah c'est la même chose que de tout temps les hommes ». Oui, sauf que Roland Barthes n'écrit cette formule que pour mieux en réalité la contredire ensuite, comme vous allez le voir. Sans doute en a-t-il toujours été ainsi. Dès qu'un fait est raconté à des fins intransitives et non plus pour agir directement sur le réel, c'est-à-dire finalement hors de toute fonction autre que l'exercice même du symbole, ce décrochage se produit, la voix perd son origine,
l'auteur entre dans sa propre mort, l'écriture commence. Cependant, le sentiment de ce phénomène a été variable. Dans les sociétés ethnographiques, le récit n'est jamais pris en charge par une personne, mais par un médiateur, chaman ou récitant, dont on peut à la rigueur admirer la performance, c'est-à-dire la maîtrise du code narratif, mais jamais le génie. L'auteur est un personnage moderne, produit sans doute par notre société dans la mesure où, au sortir du Moyen-Âge, avec l'empirisme anglais, le rationalisme français et la foi personnelle de la Réforme, elle a découvert le prestige de l'individu, ou, comme on dit plus noblement, de la personne humaine. Il est donc logique que, en matière de littérature, ce soit le positivisme, résumé et aboutissement de l'idéologie capitaliste, qui ait accordé la plus grande importance à la personne de l'auteur. L'auteur règne encore dans les manuels d'histoire littéraire, les biographies d'écrivains, les interviews des magazines, et dans la conscience même des littérateurs, soucieux de joindre, grâce à leur journal intime, leur personne et leur œuvre. L'image de la littérature que l'on peut trouver dans la culture courante est tyranniquement centrée sur l'auteur, sa personne, son histoire, ses goûts, ses passions. La critique consiste encore, la plupart du temps, à dire que l'œuvre de Baudelaire, c'est l'échec de l'homme Baudelaire. Celle de Van Gogh, c'est sa folie. Celle de Tchaïkovski, c'est son vice. L'explication de l'œuvre est toujours cherchée du côté de celui qui l'a produite, comme si, à travers l'allégorie plus ou moins transparente de la fiction, c'était toujours finalement la voix d'une seule et même personne, l'auteur, qui livrait sa confidence. Alors, pour montrer que l'auteur est une notion relative et historique, Barthes commence par rappeler qu'elle est absente de certaines civilisations pour lesquelles importe surtout le récit lui-même, bien plus que la personne qui le prend en charge. Et il montre ensuite, c'est assez brillant, d'autant que c'est très dense, très rapide, mais il montre ensuite le lien entre l'essor de cette notion, l'essor de la notion d'auteur, et une pensée qui donne une importance croissante à l'individu, à la personne singulière. Alors, il évoque ainsi le protestantisme qui repose, contrairement au catholicisme, qui repose sur un rapport personnel que le fidèle entretient avec les textes sacrés, là où le catholicisme médiatise ce rapport aux textes sacrés. Ensuite, l'empirisme anglais, c'est-à-dire une pensée philosophique qui met l'accent sur la perception du sujet. Et enfin, il évoque la pensée des Lumières, notamment parce que sur le plan politique, elle donne une importance décisive à l'individu. Or, cette importance nouvelle donnée à la personne, que ce soit par le protestantisme, l'empirisme ou la philosophie des Lumières, donc cette importance nouvelle donnée à la personne expliquerait une sorte de sacralisation de l'auteur en qui résiderait la vérité de l'œuvre. Et la démarche de Roland Barthes, proche en cela de celle de Michel Foucault que nous évoquerons ensuite, vise à montrer le caractère très relatif d'une conception qui, donc, loin de correspondre à une vérité immuable, est indissociable en réalité d'une certaine évolution historique. Avec cette idée que si la notion de l'auteur est née, si cette notion s'est affermie au cours des siècles, elle pourrait tout aussi bien mourir. Alors Barthes évoque ensuite certaines pratiques d'écriture moderne qui tentent à désacraliser l'image de l'auteur, dit-il. C'est une expression que je cite, désacraliser l'image de l'auteur, et il donne pour exemple Mallarmé, Proust, les surréalistes, qui auraient donc désacralisé cette image de l'auteur en donnant une importance nouvelle au langage. Puis, ça c'est un passage que vous ne trouverez pas sur l'ontologie, je me permets de résumer ici en quelques mots. Après quoi, Barthes s'efforce de tirer toutes les conséquences d'une telle mort de l'auteur,
hein, toujours entre guillemets. L'auteur, dit-il, l'auteur, lorsqu'on y croit, est toujours conçu comme le passé de son propre livre. Le livre et l'auteur se placent de même sur une même ligne, distribués comme un avant et un après. L'auteur est censé nourrir le livre, c'est-à-dire qu'il existe avant lui, pense, souffre, vit pour lui. Il est avec son œuvre dans le même rapport d'antécédence qu'un père entretient avec son enfant. Tout au contraire, le scripteur moderne naît en même temps que son texte. Il n'est d'aucune façon pourvu d'un être qui précéderait ou excéderait son écriture. Il n'est en rien le sujet dont son livre serait le prédicat. Il n'y a d'autre temps que celui de l'énonciation. Et tout texte est écrit éternellement, ici et maintenant. Alors Barthes oppose à la conception de l'auteur qu'il avait évoquée précédemment et dont il vient d'évoquer l'histoire, une conception moderne de l'écriture et oppose donc deux termes, hein, vous l'avez compris. L'auteur, c'est ce qui correspondrait à la conception ancienne, et ce qui correspondrait à la conception moderne, hein, c'est ce qu'il appelle le scripteur moderne. Le premier, donc l'auteur, serait vu comme l'origine du texte et le détenteur de son sens. Le second naîtrait avec l'œuvre. Et comme il naît avec l'œuvre, il renaît en un sens avec chaque lecture. Il est donc superflu de replacer le texte dans un contexte d'écriture, puisque ce texte renaîtrait au moment de chaque lecture. D'où l'importance des deux derniers termes, ici et maintenant. Ce que désigne ici et maintenant, c'est le lieu et le temps de la lecture par laquelle nous réactualisons le texte littéraire. Et voyez bien que cette expression ici et maintenant est lourde de sens, parce que c'est une manière finalement de décrédibiliser les recherches historiques qui étaient au cœur d'un certain nombre de recherches universitaires sur les auteurs. Par exemple, ce que Raymond Picard pouvait écrire de Racine. Pour Roland Barthes, inutile de resituer Racine dans son contexte d'écriture, soit au XVIIe siècle, puisque c'est bien ici et maintenant que son texte fait sens, ou plutôt que je le réactualise par ma lecture, et le réactualisant, que je lui donne un sens, ou plutôt que la rencontre entre le texte et mon activité de lecture produit ce sens toujours renouvelé. Alors la suite du texte montre quel changement de perspective est amené par cette substitution du scripteur à l'auteur. Donc je recommence à lire le texte. L'auteur, une fois éloigné, la prétention de déchiffrer un texte devient tout à fait inutile. Donner un auteur à un texte, c'est imposer à ce texte un cran d'arrêt, c'est le pourvoir d'un signifié dernier, c'est fermer l'écriture. Cette conception convient très bien à la critique, qui veut alors se donner pour tâche importante de découvrir l'auteur. Non, je reprends un peu. L'auteur, une fois éloigné, la prétention de déchiffrer un texte devient tout à fait inutile. Donner un auteur à un texte, c'est imposer à ce texte un cran d'arrêt, c'est le pourvoir d'un signifié dernier, c'est fermer l'écriture. Cette conception convient très bien à la critique, qui veut alors se donner pour tâche importante de découvrir l'auteur sous l'œuvre. L'auteur trouvé, le texte est expliqué, le critique a vaincu. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, historiquement, le règne de l'auteur ait été aussi. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, historiquement, le règne de l'auteur ait été aussi celui du critique, mais aussi à ce que la critique, fût-elle nouvelle, soit aujourd'hui ébranlée en même temps que l'auteur. Dans l'écriture multiple, en effet, tout est à démêler, mais rien n'est à déchiffrer.
La structure peut être suivie, filée, comme on dit d'une maille de pas qui part, en toutes ses reprises et à tous ses étages, mais il n'y a pas de fond. L'espace de l'écriture est à parcourir, il n'est pas à percer. L'écriture pose sans cesse la question du sens, mais c'est toujours pour l'évaporer. Elle procède à une exemption systématique du sens. Par là même, la littérature, il voudrait mieux dire désormais l'écriture, en refusant d'assigner au texte et au monde comme texte un secret, c'est-à-dire un sens multiple, libère une activité que l'on pourrait appeler contre-théologique, proprement révolutionnaire, car refuser d'arrêter le sens, c'est finalement refuser Dieu et ses hypostases, la raison, la science, la loi. Alors, ce que veut dire Barthes dans ces lignes très denses, mais aussi très, très importantes, c'est que dès lors qu'est récusée l'idée d'un auteur qui serait dépositaire du sens de son texte, c'est l'idée même d'une vérité unique du texte qui s'effondre. D'où la déclaration provocante selon laquelle le déchiffrement d'un texte deviendrait inutile. En somme, on retrouve ici le cœur du débat qui avait opposé Roland Barthes et Raymond Picard sur Racine, ce débat auquel je faisais référence tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le sens originel de l'œuvre, ce que prétendait faire Raymond Picard, le critique ne pourrait qu'en proposer de nouvelles interprétations, destinées à être suivies, évidemment, par de nouvelles interprétations encore. Et Barthes va même au-delà. Ce refus d'un sens originel aurait une portée politique, voire métaphysique. Et en effet, au-delà de la seule vérité littéraire, c'est bien toute croyance en une vérité immuable, qu'elle fonde un ordre social ou un ordre religieux, qui serait à combattre. Et on voit l'actualité d'un tel questionnement par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, à cette Amérique éternelle que prétendrait incarner Donald Trump, par rapport aux questions de genre, les oppositions les plus farouches, par exemple, au mariage gay, venaient de ceux qui estimaient détenir une vérité immuable de la famille. Dès lors que la famille serait constituée nécessairement par un père et une mère, évidemment, cela impliquerait une impossibilité d'admettre l'existence d'un mariage gay. Mariage gay qui suppose, évidemment, au contraire, que toute vérité soit prise dans un mouvement de devenir, qu'aucune vérité ne soit absolument assurée. Il me semble que vraiment ce débat entre les tenants d'une vérité éternelle et les tenants d'une vérité prise dans le mouvement du devenir, dans un sens quasiment nietzschéen, ce débat est évidemment aujourd'hui tout aussi vif qu'il l'était à l'époque de Roland Barthes. Alors, pour bien comprendre le texte, il nous faut sans doute revenir sur le terme, à la fin de ce que j'ai lu, le terme d'hypostase. Terme assez délicat à expliquer, puisque le terme peut désigner en philosophie le fait de considérer une abstraction comme une réalité. Bien, mais étymologiquement, hypostase renvoie à ce qui est en dessous. Il me semble que c'est surtout cela que veut dire Barthes. Ce qu'il veut dire, c'est que la croyance en une raison, en une science, en une loi immuable est de la même nature finalement que la foi en Dieu. Il s'agit toujours de se réclamer d'une vérité définitive, arrêtée. Là où ce qu'il appelle, lui, l'activité révolutionnaire consisterait au contraire à considérer que toute vérité est mouvante et relative. Vraiment j'insiste sur cette idée, croire en un sens définitif, unique
d'un texte, c'est finalement la même chose que de croire qu'il y aurait une vérité de l'homme ou de Dieu qui serait définitivement arrêtée. Alors, dans la conclusion de son texte, Barthes fait intervenir, sans la nommer précisément, une notion dont la Nouvelle Critique a par ailleurs montré toute l'importance. Il s'agit de l'intertextualité. Et en effet, dans la perspective de Roland Barthes, le texte n'est pas produit par l'inspiration d'un auteur. Il résulte en réalité de la rencontre de textes préexistants. Alors je lis la suite du texte. Ainsi se dévoile l'être total de l'écriture. Un texte est fait d'écritures multiples, issues de plusieurs cultures, et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation. Mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n'est pas l'auteur. Comme on l'a dit jusqu'à présent, c'est le lecteur. Le lecteur est l'espace même où s'inscrivent, sans qu'aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture. L'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination. Mais cette destination ne peut plus être personnelle. Le lecteur est un homme sans histoire, sans biographie, sans psychologie. Il est seulement ce quelqu'un qui tient rassemblé dans un même champ toutes les traces dont est constitué l'écrit. C'est pourquoi il est dérisoire d'entendre condamner la nouvelle écriture au nom d'un humanisme qui se fait hypocritement le champion des droits du lecteur. Le lecteur, la critique classique ne s'en est jamais occupée. Pour elle, il n'y a pas d'autre homme dans la littérature que celui qui écrit. Nous commençons maintenant à ne plus être dupes de ces sortes d'antiphrases par lesquelles la bonne société récrimine superbement en faveur de ce que précisément elle écarte, ignore, étouffe ou détruit. Nous savons que, pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe, la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Bien, final assez puissant que Barthes donne à son texte. Alors, gardons comme idée importante, c'est la définition même, en tout cas la définition la plus intéressante qu'on puisse donner de l'intertextualité. Le texte littéraire serait fait non par un auteur singulier, inspiré par sa muse, par ses tourments sentimentaux ou que sais-je, mais par l'entrecroisement de tous les textes qui l'ont précédé. Et cette idée de l'intertextualité est essentielle pour Roland Barthes, puisqu'elle permet de remplacer la figure d'un auteur qui serait un créateur tout-puissant par le dialogue des textes mêmes, et donc de lutter contre une certaine sacralisation de l'auteur. Alors j'ouvre une parenthèse pour penser de nouveau au chant de Maldoror auquel j'avais fait allusion au tout début de ce cours. Et pour plusieurs raisons, il me semble que décidément ce texte peut être très éclairant pour aborder le texte de Roland Barthes. D'abord parce que c'est un bon exemple d'un auteur qui naît de son texte. Comme je vous le disais, la signature des Chants de Maldoror, le conte de Lautréamont, n'existait pas avant que cette œuvre soit achevée, et d'ailleurs ne resservira plus jamais. Donc le nom, a priori le nom de l'auteur, le conte de Lautréamont, est produite par le texte même. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Roland Barthes. Et puis, ce qui est très frappant dans les Chants de Maldoror, c'est que constamment est repris un combat contre la figure du créateur. Alors, dans le contexte qui est celui des Chants de Maldoror, le créateur désigne avant tout une figure divine, c'est certain, le créateur du monde, le créateur de l'homme. C'est cela avant tout la cible de Maldoror. Mais vous voyez que dans un sens plus large, on pourrait tout aussi bien considérer que le créateur, c'est aussi cet auteur tout-puissant qui a dominé notre conception de la littérature pendant des siècles. Ça serait donc à cette figure du créateur-auteur
que Lautréamont s'en prendrait à travers le personnage de Maldoror. J'ajoute que les chants de Maldoror permettraient également d'illustrer cette importance de l'intertextualité. Il est en effet assez troublant de considérer que les chants de Maldoror, c'est un livre dont plusieurs pages, de nombreuses pages même, ont été tout simplement recopiées sur un certain nombre d'ouvrages préexistants. Dans les chants de Maldoror, il y a un certain nombre de descriptions d'animaux, par exemple. Or, ces descriptions d'animaux ont été reprises, parfois mot pour mot, dans des encyclopédies d'histoire naturelle qu'on pouvait trouver dans les bibliothèques de cette époque. Donc les chants de Maldoror seraient également une bonne illustration de cette intertextualité, de ce dialogue des textes qui se jouerait dans l'œuvre selon Roland Barthes. Par ailleurs, dans ce dernier paragraphe, Barthes introduit une autre idée essentielle. Alors d'abord, il faut remarquer une tonalité qui tient presque d'un discours politique révolutionnaire. Vous aurez remarqué l'usage du « nous ». Il y a là une manière de faire appel à une communauté, de susciter un soulèvement collectif. Il y a l'emploi de devoir également, doit, le terme renversé surtout, qui s'inscrit parfaitement dans un vocabulaire, dans une rhétorique révolutionnaire. Et on voit par ailleurs la violence des termes employés par Roland Barthes pour discréditer l'ordre en place qui supposerait une opposition radicale. Le combat littéraire que mène Barthes dans ce texte prend clairement la forme d'un combat politique, ce qui n'est pas sans nous renvoyer au contexte d'écriture, même s'il y a évidemment une certaine contradiction, mais une contradiction inévitable dans le fait de contextualiser un texte qui réclame la fin de toute contextualisation. Mais enfin, assumons cette contradiction et rappelons que si le texte paraît en anglais en 1967, sa traduction française, elle, est publiée en 1968. Donc vraiment au cœur de ce climat contestataire, révolutionnaire même, qui marque à ce moment-là profondément les esprits. Et donc on voit que pour Roland Barthes, il s'agit de se réclamer non pas des droits de l'homme, mais des droits du lecteur, que la critique institutionnelle prétendrait hypocritement défendre, alors qu'en fait, elle les condamnerait. Et effectivement, pour un Raymond Picard, seul celui qui a la capacité d'étudier historiquement Racine pourrait conquérir le sens unique et vrai du texte. C'est donc une manière de disqualifier l'activité de lecture. Le déchiffrement serait réservé à ceux qui auraient donc cette capacité de retrouver les intentions originelles de l'auteur d'un texte. Et vous voyez bien que dès lors qu'on cesse de considérer l'auteur comme l'autorité détenant la vérité originelle de son texte, et que seuls des travaux érudits pourraient nous révéler, par exemple ceux de Raymond Picard sur Racine, et bien alors tout lecteur, à commencer par Roland Barthes, mais aussi bien nous-mêmes, donc tout lecteur peut assumer sa libre interprétation d'un texte. Alors, on remarquera également dans ce paragraphe la majuscule très significative au mot « auteur ». Il s'agit d'abord par là de la désigner comme une sorte de figure divine ou comme une autorité royale qui serait à renverser et dont il faudrait contester le prestige. En un sens, montrer la majuscule à auteur, montrer la majuscule revient à exhiber des privilèges à abolir. C'est le caractère royal ou sacré de l'auteur qui est dénoncé à travers cette majuscule.
En outre, la majuscule dénonce, je dirais, la fossilisation d'un concept qui voudrait passer pour une vérité immuable. C'est donc évidemment très ironique de la part de Roland Barthes que cette majuscule. Et bien sûr, j'y faisais allusion tout à l'heure, il y aurait un rapprochement à faire entre cette déclaration de la mort de l'auteur et le texte du gai savoir de Nietzsche, Nietzsche qui au siècle précédent avait annoncé la mort de Dieu. Et il me paraît évident que Roland Barthes, écrivant mort de l'auteur, a en tête cette mort de Dieu dans le texte de Nietzsche. Et on comprend donc les tonalités politiques du texte. Pour Roland Barthes, le nouveau rapport à la lecture qui serait à conquérir aurait pour enjeu à la fois une libération et une démocratisation. Alors, la démonstration de Roland Barthes, donc, dans ce texte, la mort de l'auteur, a eu à l'époque un très fort retentissement, et il faut bien avouer qu'elle est extrêmement convaincante. J'ai insisté sur l'intelligence très brillante qui était celle de Roland Barthes. Bon, en même temps, on peut déjà remarquer que certains points de l'argumentation de Roland Barthes relèvent aussi de certains présupposés qui seront à leur tour soumis à la critique. Il ne faut pas considérer que le texte de Roland Barthes serait une sorte d'état définitif sur la question. Roland Barthes le dit assez, que toute vérité est prise dans le mouvement d'un devenir, et la pensée de Roland Barthes sera elle-même soumise à un examen critique. Je crois que là encore, c'est ce qui explique qu'on puisse être agacé parfois par certaines références à la mort de l'auteur dans certaines dissertations. La mort de l'auteur, c'est une conception extrêmement séduisante intellectuellement, extrêmement puissante, très bien argumentée, ça ne fait aucun doute. Maintenant, ça n'est pas plus une parole d'autorité que celle, mettons, de Raymond Picard. Mais ça, nous y reviendrons quand nous étudierons, par exemple, la lecture justement assez critique d'Antoine Compagnon. Mais je vous livre déjà un exemple. Quand Barthes écrit que, je cite, « Le lecteur est un homme sans histoire, sans biographie, sans psychologie ». Ça n'est pas si convaincant, et on pourrait très bien objecter à Barthes qu'il n'y a pas de lecture sans projection dans le texte par le lecteur de son imaginaire et de sa sensibilité. Barthes parle de la voix neutre de l'écriture, mais y a-t-il une lecture neutre ? C'est un des points sur lesquels le débat pourra porter, et on verra par exemple des critiques comme Pierre Bayard qui propose une approche des textes extrêmement séduisante et qui permettra finalement de dépasser cette opposition frontale entre deux vérités irréconciliables. Celle de Raymond Picard, l'œuvre a un sens originel dont l'auteur est le dépositaire, et celle de Roland Barthes, qui considère qu'il n'y a aucune vérité et que le lecteur serait cet homme sans histoire et sans psychologie. Il me semble qu'il y a la possibilité de chercher une troisième voie, et c'est bien à quoi nous nous emploierons ensuite. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine et nous évoquerons cette fois la fonction auteur de Michel Foucault. Au revoir.